Vous êtes à l'écoute de Radio J. Notre invitée aujourd'hui est une active de la scène politique, sénatrice Les Républicains des Bouches-du-Rhône, députée honoraire, conseillère municipale à Marseille, entre autres. Nous accueillons aujourd'hui Valérie Boyer. Bonjour. Bonjour, merci de m'inviter sur Radio J. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, il y a énormément de sujets que j'aimerais aborder avec vous. Avoir évidemment votre regard sur l'actualité en France, la situation sécuritaire, la crise sanitaire, les crises sociales de notre pays, mais aussi avoir votre opinion. Et c'est aussi très intéressant sur ce qui se passe à l'étranger, puisque vous réagissez aussi énormément sur les réseaux sociaux par rapport à la Turquie, à la menace islamiste contre les chrétiens d'Orient notamment. On va en parler. Mais d'abord, donc, si vous le voulez bien, la France, aujourd'hui, la situation sécuritaire dans notre pays est explosive. On témoigne la semaine dernière l'agression de cet adolescent d'origine ukrainienne dans le 15e arrondissement de Paris, Yuri, exactement, une agression extrêmement violente. Ce n'est pas la première du genre dans notre pays. Quel est votre sentiment suite à cette attaque et qu'est-ce qu'elle traduit aussi de notre société actuelle selon vous ? On peut dire que c'est plus qu'une agression, c'est une tentative de meurtre qui a failli d'ailleurs fonctionner, puisque, comme beaucoup de Français, j'ai vu la vidéo et c'est vrai que les barres de fer, tabasser quelqu'un à terre, c'est abominable, surtout quand on sait que c'est un jeune homme qui n'avait pas 15 ans, puisqu'il a fêté ses 15 ans dans le coma. Et quand on voit cette espèce de sauvage barbare finir avec un marteau dans la tête, le marteau c'était l'arme qu'employaient certains voyous avant dans le milieu. Quand on prend un marteau, c'est qu'on veut vraiment tuer parce que c'est quand même une arme extrêmement dangereuse. On a beaucoup de questions à se poser, surtout quand on sait que 41% des mineurs délinquants ont entre 13 et 15 ans. Alors, vous pensez que ce sont des mineurs ? On dit que c'est une rixe entre bandes rivales. Voilà, les bandes rivales, etc. Oui. Ça me rappelle d'autres agressions parce que malheureusement Marin c'est pas la première fois, ça me rappelle notamment Yuri, c'est pas la première fois, excusez-moi, je voulais justement parler de Marin qui a été agressé parce que plus qu'agressé, qui a été laissé pour mort aussi, qui a été tabassé de la même façon avec ces jeunes qui tapent au visage, qui donnent des coups de pied dans le visage parce que sur la tête, donc on voit vraiment que c'est fait pour blesser, pour tuer. Faut rappeler quand même que son agresseur avait été jugé 18 fois avant d'être condamné à 7 ans de prison et que récemment, le juge d'application des peines a voulu faire sortir l'agresseur de Marin. Marin, il est handicapé à vie, c'est-à-dire que sa vie a basculé. Mais il y en a bien d'autres. On se souvient d'Adrien, on se souvient du serveur de l'Assemblée nationale, Jean-Michel Gaudin, qui était intervenu aussi pour aider deux personnes âgées qui se faisaient détrousser et agresser et qui a été laissé pour mort de la même façon sur le trottoir et qui malheureusement aujourd'hui est handicapé à vie. Donc effectivement, aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas nouveau. Nous avons ces bandes. Et c'est la raison pour laquelle nous examinons en ce moment au Parlement, et notamment ça va arriver ce soir, la justice des mineurs. 9 fois sur 10, ces gens sont mineurs. Et je pense qu'il y a plusieurs choses à mettre en place. D'abord, il faut que le continuum police-justice fonctionne. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Ce binôme ne fonctionne pas ou fonctionne mal. Après, je reviendrai sur l'agression des policiers aujourd'hui et surtout sur le jugement des policiers de Valenciennes. Donc moi, j'ai déposé des amendements qui ont été acceptés par mon groupe et donc qui seront vraisemblablement votés tout à l'heure pour responsabiliser les parents. Parce qu'on ne peut pas continuer de cette façon. Il y a plusieurs façons de responsabiliser les parents et notamment le cautionnement des allocations familiales. Parce qu'à un moment donné, vous bénéficiez de la solidarité nationale. Cette solidarité nationale, vous donne des devoirs. Et le devoir, c'est de faire en sorte que quand ces enfants sont sous votre autorité, qu'ils sont mineurs, donc c'est l'adulte qui est responsable, c'est le parent qui est responsable, et bien que les parents soient responsables de leurs enfants. Et le cautionnement des allocations familiales fait partie de la procédure pour responsabiliser les parents. Il n'y a pas que celle-ci. Moi, je serais curieuse de savoir quand on aura arrêté, parce que j'ai aucun doute sur le fait que la police va retrouver ces sauvages, ces barbares qui ont massacré ce petit Yuri, il faudra aussi voir ce qu'il en est des parents. Mais comment concrètement ça va se mettre en place ? Si par exemple demain un jeune, un mineur agresse quelqu'un, comment ça va se passer pour ses parents concrètement ? Parce que vous nous parlez d'un amendement, mais concrètement... Il faut que l'amendement soit voté, etc. Je me permets juste de vous rappeler que sous Nicolas Sarkozy, le cautionnement des allocations familiales avait fonctionné, notamment en cas d'absentéisme
l'absentéisme scolaire, et rien que d'en parler, déjà l'absentéisme scolaire avait diminué. Je pense que la société doit donner des signaux. Je pense à cet amendement-là, mais il y en a plein d'autres, et notamment sur la responsabilité des parents et sur la responsabilité aussi des jeunes et sur l'effectivité des peines et sur la rapidité aussi de rendre justice. Là, je ne sais pas si vous avez vu, il y avait une excellente interview du psychanalyste Berger dans le Figaro il y a quelques jours qui disait bien combien ces gamins, ces jeunes étaient sans compassion. La compassion, ça veut dire souffrir avec, sans affect, c'est-à-dire que pour eux, ce qui est en face d'eux n'est pas un être humain. Il y a une sorte de déshumanisation, d'ailleurs ça marche aussi dans le processus génocidaire, c'est animaliser et déshumaniser l'autre. Donc ils s'en fichent, ils s'en rendent pas compte. Ils s'en rendent pas compte. Certains s'en rendent compte, peut-être. Ou ça ne leur fait rien. Parce que, et c'est peut-être ça qui est difficile. Moi, je me pose une question. Quand on va retrouver l'agresseur au marteau, comment on va faire pour réinsérer cette personne ? Qu'est-ce qui va devenir pour la société ? Qu'est-ce que ça va coûter à la société, cette personne ? Comment on peut en arriver là ? Pour mettre un coup de marteau dans la tête d'une personne qui est à terre, qui est déjà blessée, qui a de multiples fractures, qui est un gamin de 14 ans, 15 ans bientôt. Donc, pourquoi ? C'est parce que peut-être que ces personnes n'ont pas été élevées, n'ont pas été éduquées, qu'on ne leur a pas appris la frustration, qu'on ne leur a pas appris l'autorité et à dire non. Apprendre la frustration, c'est pas apprendre à être malheureux, c'est simplement apprendre à avoir des limites. Eh bien, je pense que c'est aussi tout ça qu'il faut revoir, et notamment avec des parents qui n'éduquent pas leurs enfants, ne sont pas responsables de leurs enfants. Alors, je ne dis pas que tous sont comme ça, il y en a à qui ça échappe. Mais quand même, ça doit passer par l'éducation. Ça doit passer par l'éducation, l'éducation au respect, l'éducation qui passe aussi par un changement. Vous savez, on a vécu des années assez terribles sous Madame Taubira, et aujourd'hui, je pense que Monsieur Dupond-Moretti n'est pas tellement différent sur la déresponsabilisation, la culture de l'excuse, etc. Eh bien, ça nous conduit à ces actes barbares qui se multiplient à un moment donné. Donc, il faut que la justice soit rendue rapidement, qu'elle soit claire, surtout la justice pour mineurs, qu'elle soit effective, que les peines soient réalisées, et que, par exemple, les centres éducatifs fermés qui existent, puisqu'il y en a 51 en France, ne servent pas uniquement pour mettre des personnes qui attendent d'être jugées, c'est-à-dire des détenus, mais qui servent aussi à ce pourquoi ils ont été créés. Alors, vous parlez de l'agression donc de Yuri, et puis vous évoquez aussi l'agression de policiers, la violence contre la police qui s'exerce dans certains quartiers aujourd'hui en France depuis maintenant plusieurs années. Qu'est-ce que ça vous inspire aujourd'hui ? C'est un petit peu, je dirais, la même chose. Aujourd'hui, moi, je récuse le terme de violence policière. Il y a peut-être des policiers qui dérapent et qui sont violents. Ça arrive. Il y a des journalistes qui ne sont pas déontologues, gistes. Il y a des policiers, il y a des politiques qui sont corrompus. Il y a des médecins qui ne sont pas bons. Il y a des boulangers qui ratent leur pain. Dans toutes les professions, vous avez des personnes qui dérapent et qui dérivent. En revanche, employer le terme de violence policière pour discréditer la police nationale, ça me semble grave et ça me semble être une atteinte au pacte républicain. En France, la police n'est pas violente, elle n'est pas raciste. Elle obéit à des ordres. S'il y a des personnes qui dérapent, c'est la profession la plus contrôlée de France. Je crois qu'il n'y a pas de personne qui soit le plus contrôlée par leur hiérarchie. Exactement. Aujourd'hui... alors qu'on est encore en train de savoir si ce petit Yuri aura des séquelles, on a vu des vidéos de policiers qui sont sauvagement agressés, toujours par cette racaille qui n'a plus peur de rien et qui n'a surtout pas peur de la police ni de la justice. Et en même temps, on a eu un jugement pour des policiers agressés à Valenciennes où les personnes ont pris du sursis et 6 mois. Je veux dire, comment voulez-vous que la justice fasse peur à ces personnes qui s'attaquent à la police et qui prennent une peine qui est si faible ? Donc, il y a une sorte d'incohérence. Ça doit passer par la scène judiciaire avant tout. Je pense que si le continuum police-justice continue à dysfonctionner comme c'est le cas aujourd'hui, sur les peines, sur la lenteur, etc., c'est pas possible. Si on continue à ne pas tenir les promesses présidentielles, notamment celles qu'a fait Emmanuel Macron sur la construction de places de prison, eh bien, on va avoir cette difficulté. Et si on n'a pas de sursaut non plus,
sur le plan, j'allais dire, de l'adhésion nationale, pour ce que l'on consacre aux régaliens, eh bien, je pense qu'on va continuer à chuter. Vous savez, au début de la Ve République, on consacrait plus de 6% de notre produit intérieur brut, de notre richesse nationale, plutôt plus de 6% de notre richesse nationale aux régaliens, c'est-à-dire police, gendarmerie, armée. Aujourd'hui, c'est moins de 3%. Donc, à un moment donné, il faut faire des choix de société. Aujourd'hui, on a sur 1 000 € dépensés, entre 580 qui sont dépensés pour des dépenses sociales et 4 € pour la justice. C'est pas possible. 68 € pour la police, l'armée, etc. Donc, on a quand je vous donne ces chiffres, on voit bien quelle est la proportion et quelles sont nos priorités. Donc, la délinquance grimpe, la violence aux personnes explose, et je pense qu'il faut aujourd'hui réagir pour que notre société cesse de s'ensauvager. Alors justement, c'est intéressant que vous parliez de ça, puisque on parle d'Adrien, on parle de Yuri, on parle de Marin. Certains mettent en corrélation ces agressions et un présumé racisme anti-blanc. Vous, qu'est-ce que vous en pensez quand d'autres disent qu'il n'y a aucun rapport ? Écoutez, j'en sais rien, mais moi je pense que le racisme est multiforme et qu'il existe des racismes anti-blancs, anti-noirs, anti-vieux, anti-jeunes, anti-gros, anti-maigres, anti-blondes, anti-bruns. Non mais c'est vrai, l'antisémitisme ça existe, tout ça existe. Il ne faut pas, se cacher de ça. Mais justement, on est dans une société pour lutter contre ça. Mais l'été dernier, je pense qu'il ne faut pas le nier. L'été dernier, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, provoquait un tollé en parlant d'ensauvagement. On a dit qu'il s'inscrivait aussi dans la droite ligne des sauvageons de Jean-Pierre Chevènement et des racailles de Nicolas Sarkozy. Ensauvagement, c'est quand même un terme qui a beaucoup interrogé, et d'une certaine manière aussi notre construction civilisationnelle, si je puis dire. Aujourd'hui, ces violences sexuelles, est-ce qu'elles sont dues, selon vous, à un problème de civilisation ? Elles sont dues à un problème d'éducation, elles sont dues à plusieurs difficultés, elles sont dues aussi au pacte social peut-être qui est en train de se fissurer dans tous les sens du terme. Elles sont dues aussi à la délinquance qui augmente, à une immigration non contrôlée aussi, à ces jeunes qui vivent, qui sont ces bandes de cité, etc. Bien sûr, tout ça c'est multifactoriel. Mais tout à l'heure, vous parliez de racisme. Moi, je suis surprise quand on a des propos, par exemple, de la Ligue de défense noire africaine. Je suis étonnée que cette association ne soit pas dissoute par rapport aux propos haineux qu'elle tient. Donc, à un moment donné... Vous pensez que cette association, par exemple, a une part de responsabilité ? C'est pas ce que j'ai dit. Ouais. Mais en tout cas, des propos racistes sont tenus. En tout cas, des propos qui peuvent sembler racistes qui sont tenus. Et moi, je me demande comment se fait-il qu'elle ne soit pas dissoute aujourd'hui. Alors, vous parlez de la Ligue de défense noire africaine. On a vu aussi l'émergence de groupes indigénistes, anticolonialistes, la gauche racialiste, comme on la qualifie. Je pense notamment aux récents propos très culpabilisants de la chanteuse Camélia Jordana. Il y a également aussi... C'est au-delà de la culpabilisation. Ouais. Je pense que c'est une sorte de discrédit et de haine. Elle a tenu même des propos contre des icônes françaises que sont Catherine Deneuve et Brigitte Bardot. C'est particulièrement violent et déplacé. Je rappelle que ces femmes sont connues dans le monde entier parce que ce sont des actrices incroyables, d'une part. Et puis d'autre part, ces propos sont particulièrement violents, séparatistes. En fait, elle s'attaque à plein de choses. Elle s'attaque à la fois, elle dit que Catherine Deneuve et les actrices françaises, de tels noms, sont antiféministes. Elle parle aussi des hommes blancs, etc. Qu'est-ce que vous pensez de tous ces propos, justement ? Moi, vous savez, elle parle de ça, mais c'est aussi le cas de la présidente de Madame Ernotte, de France Télévisions. Quand vous avez... En France... nous ne sommes pas communautaristes. On ne voit pas les choses de cette façon. Maintenant, c'est vrai que Emmanuel Macron semble avoir une vision communautarisée de la France. Nous ne sommes pas les États-Unis. Et cette vision communautarisée, je pense, conduit à des frictions. Puisque pour nous, ce qui compte, pour les Français, ce qui compte, c'est le creuset républicain, c'est le mérite. C'est pas la couleur de peau d'un individu. C'est pas son origine, c'est pas sa religion. C'est pas pour rien que la France
France a inventé la laïcité, et qui est quand même quelque chose qui est très rare dans le monde. On est un des seuls pays avec un pays d'Afrique et la Turquie, enfin qui a bien oublié depuis très longtemps, on va en parler tout à l'heure, ce que ça pouvait être. Aujourd'hui, c'est vrai que l'importation de cette cancel culture, de ce racialisme qui nous vient des États-Unis, eh bien, ça heurte la société française. Moi, je crois à l'universalité. Je crois à l'universalisme, à la fois des droits, par exemple, des droits humains, bien évidemment, des droits des femmes, puisqu'on parlait de ça tout à l'heure. Je sais que mon pays a toujours été multiethnique, mais il n'est pas multiculturel. Donc, ça, c'est une différence que vous faites. C'est une différence que je fais fondamentalement avec la façon de penser anglo-saxonne. Et cette cancel culture qui nous est importée des États-Unis et qui, j'allais dire, s'immisce dans le creuset français, eh bien, elle provoque des fractures. Moi, je me souviens que l'Assemblée nationale a eu comme vice-président, par exemple, Bachagha Boualem. Je me souviens que l'Assemblée nationale a connu de grands ministres, peu importe quelles étaient leurs couleurs, enfin, pas l'Assemblée nationale, les gouvernements, peu importe leur couleur de peau et leurs origines. Donc, ça aussi, ça fait partie de notre histoire, de notre culture. Donc, aujourd'hui, tout racialiser et tout ramener à son origine, à son sexe, à sa race, c'est même. Alors c'est quand même bizarre. On a enlevé le mot race de nos textes. C'est pour le remettre dans tout ce qu'on fait aujourd'hui en France. Non, moi je suis désolée. Je crois au mérite individuel. Je crois au parcours individuel et je peux pas assigner quelqu'un à son sexe, à son origine, à son adresse, à son... voilà. Ça contribue aux divisions. Pour moi, c'est la négation de la personne, c'est la négation de l'individu. La fracture sociale semble ne s'être jamais ressentie aussi cruellement qu'aujourd'hui. C'est ce que déclare le général Pierre de Villiers dans son dernier livre. Est-ce que vous partagez aussi le constat, comme lui, d'une approche d'une guerre civile, comme le dit Pierre de Villiers ? Écoutez, j'espère que non. C'est la raison pour laquelle on discute de textes comme ceux du séparatisme ou des séparatismes. Parce que selon un récent sondage IFOP, 85% des Français craignent une explosion sociale et peut-être même donc une guerre civile. Alors, je pense que l'explosion sociale, même avant le confinement, on sentait quand même les prémices de cette explosion sociale qui vient de plusieurs choses. Les gilets jaunes étaient... alors, je ne parle pas de la récupération par des groupuscules haineux, armés, comme les Black Blocs, etc., qui ont été là pour perturber un mouvement social, mais c'était bien l'expression d'un désespoir social. D'ailleurs, que l'augmentation des 80 km/h et l'augmentation du prix de l'essence avait provoqué la colère des personnes qui travaillaient, et notamment, c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de femmes aussi dans ce mouvement, et notamment des familles monoparentales, des gens qui travaillaient, qui essayaient de s'en sortir, mais qui étaient extrêmement justes. Et toutes ces mesures qui avaient été prises en débit du bon sens et avec beaucoup de brutalité, eh bien, ont fait que cette France des ronds-points ne pouvait plus la supporter sur le plan... vous savez, cette France périphérique, décrite par Christophe Guilly, ne pouvait plus la supporter. Donc, on était déjà dans un climat extrêmement difficile. Et avant les Gilets jaunes, on avait eu les bonnets rouges. Souvenez-vous, en Bretagne, toujours la même chose, les portiques, etc. Donc, tout ça fait que, effectivement, nous sommes dans une situation extrêmement difficile. Et aujourd'hui, la gestion de la crise telle qu'elle existe en France, qui était déjà partie dans cette crise avec 100% de taux d'endettement, avec des prélèvements sociaux qui sont uniques au monde, 60% de la richesse nationale, 47% de prélèvements obligatoires. Donc c'est vrai qu'il y a une forte redistribution, mais il y a une très forte ponction également, font qu'une économie extrêmement administrée, font qu'effectivement, la dette, vous savez... c'est pas quelque chose de magique. L'argent n'est pas magique, ne va pas disparaître du jour au lendemain. Il faudra bien à un moment donné rembourser d'une certaine façon. Donc c'est quelque chose qui pèse à la fois pas que sur les générations futures, mais sur les générations actuelles. Et je pense qui fait que
y a cette difficulté. Et puis, il y a la confrontation, effectivement, à la mondialisation. Il y a l'immigration qui n'est absolument pas maîtrisée, qui crée des tensions extrêmes. Il y a aussi un changement. Il y a, tout à l'heure, je vous parlais de l'argent qu'on consacrait aux régaliens. Je vous signale qu'il y a des pays comme la Grèce, par exemple, compte tenu de la menace turque, mais on y reviendra, mais ce n'était pas de ça dont je voulais parler aujourd'hui, qui consacrait à peu près, alors que c'est pas 4 à 5% de sa richesse nationale à l'armement. Aujourd'hui, elle en consacre beaucoup moins, mais néanmoins, parce que c'était un choix de société. Donc nous, ce choix de société, il faut qu'on le fasse aussi. Mais ces difficultés économiques qui sont devant nous, je pense, elles se heurtent aussi à la crise d'autorité, à la crise de sens que nous traversons. Alors, on parle de cette crise sociale, Valérie Boyer, la lutte contre le communautarisme également, et par ailleurs, dernièrement aussi au cœur de la lutte des luttes gouvernementales. Selon un sondage IFOP qui date d'octobre 2019, déjà, un quart de la population musulmane en France adhérerait aujourd'hui à la charia, et selon cette même proportion, la charia devrait passer avant les lois de la République. On a vu aussi dans le contexte du procès des attentats terroristes de janvier 2015, que j'imagine vous avez suivi bien évidemment, des sondages inquiétants. Je l'évoquais d'ailleurs avec Jeannette Bougrabe la semaine dernière. 74% des Français musulmans de moins de 25 ans affirment mettre l'islam avant la République. Qu'est-ce que vous inspire ces chiffres aujourd'hui ? C'est effrayant. Ça signe quand même l'échec de cette politique. Aujourd'hui, je crois à une politique d'assimilation. Et il faut absolument que nous parvenions à renverser cette tendance parce que ça heurte l'unité nationale, tout à fait clairement. Et par assimilation ? Qu'est-ce que vous entendez ? L'assimilation, c'est-à-dire devenir français, c'est-à-dire en épouser l'histoire, en épouser les mœurs. C'est ça, avoir le privilège de devenir français et de naître en France. Je pense que c'est un privilège aujourd'hui. Vous savez, je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits au monde où on a la chance de vivre comme en France. On parle de communautarisme. Un mot sur la loi sur le séparatisme. Est-ce que cette loi, justement, Valérie Boyer, promue par Emmanuel Macron, qui propose des mesures importantes que certains attendaient, réclamaient même depuis plusieurs années, l'instruction obligatoire, la fin des mosquées salafistes, etc. Est-ce que cette loi, selon vous, peut régler véritablement aujourd'hui la situation ou bien c'est trop tard ? Qu'est-ce que vous en pensez ? D'abord, il n'est jamais trop tard, sinon on ne ferait pas de politique. D'une part. D'autre part, elle va bientôt arriver au Sénat, donc on verra comment on va enrichir ce texte au Sénat. En tout cas, tel que ça a été présenté à l'Assemblée nationale, ça ne va pas assez loin. Il y a une première chose à faire, je pense, c'est revenir sur la loi Collomb. On voit bien que la loi Collomb, qui a été votée 2017-2018, je m'en souviens, a aggravé la situation, par exemple en élargissant le regroupement familial. C'est qu'un exemple, mais il y en a plein d'autres. Et aujourd'hui, le fait que le gouvernement ait hésité entre le séparatisme, les séparatismes, etc., pour ne pas s'attaquer au séparatisme qui vraiment nous ronge et dont vous venez de rappeler les chiffres effrayants, il faut aller plus loin. Et aller plus loin, c'est pas punir les autres. Et moi, je pense notamment à l'éducation à la maison. C'est un choix. L'instruction est obligatoire, mais l'éducation, c'est les parents qui choisissent. Aujourd'hui, vouloir faire en sorte qu'on empêche l'éducation à la maison, au motif qu'il y aurait des écoles coraniques qui ne respectent pas les lois de la République. Je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Je pense que la liberté, elle est importante. Maintenant, si on ne nomme pas le mal et si on ne s'attaque pas de façon, franche, on ne va pas y arriver. C'est pour ça qu'il faut que ça aille plus loin là-dessus, sur l'éducation, sur la liberté. On ne peut pas continuer non plus à avoir nos libertés qui sont reniées. Je pense notamment à ce choix qui est important pour les familles et qui est constitutionnel. C'est un choix qui a valeur constitutionnelle. Et aussi sur le fait qu'il faut aussi parler de l'immigration. On peut pas faire l'un sans l'autre.
Vous vous êtes par ailleurs indigné au sujet du port du voile pour les petites filles musulmanes. Les amendements déposés par 2 députés La République En Marche, justement en faveur pourtant de cette interdiction du voile islamique pour les enfants, ont été jugés irrecevables. Comment vous l'expliquez aujourd'hui alors qu'on dit dans le même temps lutter contre l'islamisme ? C'est le en même temps macronien dans toute sa splendeur ou dans toute son inefficacité. Effectivement, je ne mésestime pas le coup politique de Madame Berger qui est en rupture de banc avec son parti politique, mais c'est pas grave. Moi, ce que je note d'abord, c'est 2 choses. La première, c'est que quand j'ai posé ces questions lorsque j'étais députée dans les questions au gouvernement sur le voile, et notamment je me souviens d'une manifestation là qui concernait les adultes, le Hijab Day à Sciences Po, j'ai eu une fin de non-recevoir. Et c'est très amusant si certains de vos auditeurs veulent aller voir les archives, parce qu'au début de cette question au gouvernement, on voit Emmanuel Macron qui finit de répondre, il était déjà ministre, donc ministre de François Hollande. Et ensuite, j'ai une réponse d'une ministre qui me dit que je ne comprends pas grand-chose à ce qui se passe et qu'ils sont là pour défendre les femmes, toutes les femmes. Aujourd'hui, le discours a totalement changé. Et on se rend bien compte que marque ce voile islamique, il marque le séparatisme. Déjà, séparer les femmes pudiques des femmes impudiques, ce qui est quand même quelque chose de particulièrement choquant dans le pays, dans un pays comme le nôtre, surtout quand on a fait de l'égalité entre les hommes et les femmes la grande cause du quinquennat. Il marque aussi une séparation et un retranchement dans sa communauté, un effacement des femmes de l'espace public dans cette prison de voile. On l'a dit des centaines et des centaines de fois, mais il y a des années, quand on le disait, on était conspués. Aujourd'hui, les choses ont évolué. Et moi, je pense qu'il faut aller plus loin là-dessus, sur ces questions. Il faut penser qu'il y a des femmes qui meurent tous les jours parce qu'elles veulent sentir le vent dans leurs cheveux. Et que en France, on ne devrait pas avoir ce genre de discussion parce qu'on n'est pas dupe de ce que représente le voile. Et donc, moi, je veux bien proposer qu'on enlève évidemment le voile aux petites filles parce que ça peut s'assimiler à de la maltraitance, très clairement. Mais quand même, c'est cette majorité qui a refusé qu'on fasse en sorte que les mamans qui accompagnent les enfants lors des sorties scolaires enlèvent leur voile. Donc, je veux bien tout. Mais à un moment donné, il faut une ligne claire. Il faut arrêter la politique du en même temps. Oui. Aujourd'hui, le Figaro le disait ce matin, l'adjointe à la défenseur des droits, l'ex-députée socialiste, Madame Paul Angevin, a défendu le burkini. Mais elle a fait plus que ça. Elle s'est fait le porte-parole d'une association qui est interdite, le CCIF, qui avait fait ses provocations sur le burkini. Et je me souviens, puisque en quelque sorte, je m'étais indignée, je crois que c'était en 2012, dans une piscine, dans un parc aquatique. Oui. Pour le burkini, je m'étais fait conspuer à l'époque en disant que ce que je disais était affreux, que c'était liberticide, raciste, etc. Et aujourd'hui, personne n'est dupe sur ce que représente le burkini. Personne n'est dupe non plus sur les provocations de cette association qui a été dissoute. Et on a une ancienne députée, ancienne ministre, qui est maintenant, qui travaille auprès du défenseur des droits, qui se fait le porte-parole de cette association dissoute pour dire que empêcher le burkini, c'est une discrimination. Mais on voit quand même que la tâche est quand même immense dans notre pays pour remettre les choses à l'endroit, sur la liberté des femmes, sur la dignité, sur le respect. On parlait tout à l'heure des indigènes de la République, Douria Boutelja notamment, cette militante radicale qu'on accuse de promouvoir la haine et notamment la haine antisémite, antisioniste. Récemment, elle s'en prenait d'ailleurs à Miss Provence d'origine israélienne. On ne peut pas être israélien innocemment, disait-elle. L'antisémitisme, c'est aussi un phénomène inextinguible dans notre société et particulièrement sur les réseaux sociaux. Est-ce que les autorités pourraient en faire plus, selon vous, contre l'antisémitisme ? Est-ce qu'on en fait assez déjà ? Je pense que la loi, aujourd'hui, me semble être, j'allais dire, complète, même si le terme est peut-être pas très approprié.
Sur le plan législatif, il y a une réflexion, il y a une volonté de la représentation nationale pour aller loin pour lutter contre le racisme et l'antisémitisme. Aujourd'hui, via cet indigénisme, effectivement, on sait très bien que souvent l'antisionisme, être anti-israélien, c'est pour cacher son antisémitisme. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Ça a été démontré malheureusement de trop nombreuses fois. Mais je pense que ces propos devraient être réprimés, surtout quand ils sont tenus par quelqu'un qui travaille dans un organisme qui fait une promotion culturelle de l'amitié entre les peuples, ce qui est quand même particulièrement paradoxal. Et il en va de même d'ailleurs pour les ouvrages qui sont défendus, je crois, à l'Institut du monde arabe, présidé par Monsieur Jack Lang. Et des discours qui sont aussi diffusés sur des blogs comme Mediapart. Qu'est-ce que vous en pensez ? Aussi, la même chose. Je pense qu'il est temps d'y mettre un terme. Et surtout, je pense que quelle société on veut ? Est-ce qu'on veut une société du respect ? Est-ce qu'on veut une société où on peut tous vivre ensemble avec ces croyances religieuses qui restent dans le cadre intime, mais un partage d'un certain nombre de valeurs. Mais quand ces valeurs heurtent l'égalité entre les hommes et la femme, la liberté, le respect, quand elles propagent la haine, je pense qu'il faut être intraitable et ne pas tergiverser. Aujourd'hui, beaucoup de Juifs ne se sentent plus du tout en sécurité en France. On l'a vu avec les derniers attentats. Ilan Halimi, d'abord, déjà en 2006, aux Zaratora Toulouse, l'Hypercacher, puis Sarah Halimi, Mireille Knoll récemment. Est-ce que vous comprenez aujourd'hui le départ de tous ces Juifs français qui partent vers d'autres horizons, peut-être pour se sentir plus en sécurité, comme Israël, par exemple ? Je peux comprendre, mais je peux le déplorer aussi. Et je le déplore d'ailleurs parce que c'est une grande tristesse que notre pays soit le théâtre de ce genre de choses. Je sais que par exemple à Toulouse, la communauté juive, je ne veux pas dire qu'elle a disparu, mais qu'elle a énormément diminué, alors que historiquement c'était une ville où elle était particulièrement dynamique, même si j'aime pas le terme communauté, mais en l'occurrence il y avait beaucoup de juifs à Toulouse et beaucoup sont partis après évidemment les terribles attentats de Toulouse. C'est un échec de la République pour vous ? Ah oui, bien sûr, c'est un échec. Bien sûr que c'est un échec. J'espère. Alors je sais que plusieurs reviennent, heureusement, mais moi je pense que c'est difficile de voir des Français, quelle que soit d'ailleurs leur religion, qui partent. Parce qu'ils se sentent pas en sécurité dans leur pays. Ça, c'est franchement, quand on est engagé dans la vie publique, quand on est un citoyen qui aime son pays, c'est quelque chose qu'on peut pas tolérer. Et c'est pour ça, je crois, qu'on se bat pour améliorer la sécurité, pour améliorer le fait qu'on soit heureux dans notre pays. Et moi, j'ai envie qu'on continue à dire heureux comme un juif en France. Quand on a des édifices cultuels sur le territoire dont on est l'élu, on est très attentif. Et à cet égard, je voulais vous dire que en tant que député, à plusieurs reprises, j'ai demandé à l'Assemblée nationale que nous fassions une mission d'enquête, justement, sur les dégradations et les profanations des lieux de culte, quels qu'ils soient, et des cimetières. Parce que très régulièrement, l'actualité se fait l'écho de dégradations. Et aujourd'hui, j'ai la faiblesse de penser que ces dégradations ne sont pas assez recensées. Alors, effectivement, les Juifs en France sont très bien organisés et sont particulièrement attentifs, et on le serait à moins compte tenu de l'histoire de notre pays et de l'histoire récente de notre pays sur les attentats qui les visaient particulièrement. Mais aujourd'hui, il y a des profanations aussi dans d'autres lieux de culte, et je crois qu'il y a 2 fois par jour, des églises sont profanées en France. Aussi, ouais. Donc, tout ce... Je pense que c'est quand même le signe d'un certain nombre d'un certain délitement. Et c'est vrai que les Juifs concentrent à eux seuls la plupart des agressions vis-à-vis des religions. Enfin, un grand nombre par la plupart, mais un grand nombre. Mais je crois que c'est très important de regarder comment le fait religieux est traité aujourd'hui. Et être dans un pays qui a voté la loi de 1905, ça ne veut pas dire
qu'on ne peut pas exercer sa religion à partir du moment où elle respecte effectivement les lois de notre pays. On parle d'antisémitisme et vous évoquiez tout à l'heure le dossier migratoire. Alors, c'est vrai, vous avez récemment écrit un article dans Valeurs Actuelles sur le problème, selon vous, de l'immigration clandestine. On parlait donc d'antisémitisme avec aussi ce livreur Deliveroo qui a refusé récemment de livrer des clients juifs, un livreur de nationalité algérienne, on l'a appris, qui va être expulsé. Clandestin, mais vous demandez-vous d'aller plus loin encore et vous dénoncez notamment les conditions de travail de ces plateformes de livraison. Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui au gouvernement ? Écoutez, il y a quand même quelque chose qui est extraordinaire dans notre pays, c'est que il n'y a pas que des libéraux ou d'autres, mais c'est que des personnes qui sont en situation irrégulière, je ne parle pas des demandeurs d'asile en attente d'être jugés. Je parle des personnes qui sont rentrées clandestinement ou qui sont devenues en situation irrégulière parce qu'elles ont un visa de tourisme qui expire ou parce qu'elles sont étudiantes et qu'elles ont un visa aussi étudiant qui expire, ou celles qui sont rentrées par infraction dans notre pays. Donc, nous avons des quantités de personnes en situation irrégulière dans notre pays. Je m'étonne que ces personnes puissent travailler. Voilà. Comment se fait-il qu'on puisse les embaucher ? Mais là, c'est le premier étonnement. Mais le second étonnement vient du fait que quand vous avez travaillé pendant quelques années, je crois que c'est 5 ans de mémoire, et que vous avez prouvé que vous avez travaillé pendant quelques années, eh bien, vous pouvez avoir votre régularisation. Donc, c'est pas possible qu'on continue comme ça. D'abord parce que c'est contraire à la loi du travail, parce que surtout, ça entretient le trafic d'êtres humains. Ces personnes... soit elles travaillent de façon irrégulière, soit celles qui ont des papiers, qui sont françaises ou qui sont en situation régulière, leur prêtent leurs papiers pour pouvoir faire travailler des personnes en situation irrégulière. Mais c'est du trafic, c'est une sorte d'esclavage. C'est ce qui s'est passé pour ce monsieur. Donc, à un moment donné, je pense qu'il faut être absolument vigilant. Et moi, je suis contre, d'une façon générale, cette ubérisation de la société. On a un droit du travail, on a un code du travail, il y a un salaire minimum horaire. Je rappelle que au moment où ça a été créé, c'était la plupart du temps des étudiants qui faisaient ce boulot et qui le faisaient dans des conditions qui sont conformes au droit du travail. Et qu'aujourd'hui, eh bien, on sait parfaitement que ce sont ces personnes, c'est-à-dire les plus fragiles, les plus exploitables, qui le font. Et moi, je suis contre l'esclavage, je suis contre le trafic d'êtres humains. Et on ne peut pas tolérer ça dans notre pays. Alors, je sais que les PDG de ces sociétés m'ont demandé un rendez-vous après le courrier que j'avais fait. Bien évidemment, je les recevrai. Mais comment expliquer ce genre de choses dans ce genre de boîte ? Quelles sont les vérifications ? Cette personne va être expulsée vers l'Algérie. Alors, je pense que, globalement, ça veut dire qu'on est arrivé à trouver des accords pour que les personnes en situation irrégulière, donc qui font l'objet d'une OQTF, d'une obligation de quitter le territoire, puissent retourner en Algérie. Donc moi, j'aimerais bien en savoir plus. J'aimerais bien en savoir plus, puisque je suis sur une radio qui est très écoutée. J'aimerais bien que monsieur le ministre de l'Intérieur nous dise combien de personnes, sur toutes celles qu'il avait annoncées, ont été effectivement expulsées vers leur pays d'origine et pas vers des pays de l'Union européenne. Pour celles qui étaient en situation irrégulière et qui devaient faire l'objet d'une expulsion, vous savez, ces annonces qu'il avait faites il y a quelques mois là-dessus. Je pense qu'au moment où on examine le texte sur le séparatisme, ce serait bien d'éclairer la représentation nationale sur la réalité, justement, de ces OQTF. Crise sanitaire à présent, je souhaitais qu'on aborde ce sujet. Vous avez été touchée l'an dernier au mois de mars, Valérie Boyer, vous avez été diagnostiquée donc positive à la Covid-19. Vous avez été soignée à Marseille par le professeur Raoult. Depuis le mois de mars 2020, on le disait au début de cet entretien, il y a quand même eu beaucoup de contestations, beaucoup de colère de la part des Français, de manque de compréhension. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de la gestion sanitaire et du fait que, par exemple, on parle là d'un reconfinement, d'un 3e confinement ? Alors, d'abord, on n'en parle plus. Je pense que rien que ce que vous avez dit évoque la cacophonie dans laquelle nous nous trouvons. Je vais prendre que cette semaine. Monsieur Delfraissy, qui est président du conseil scientifique, fait une conférence de presse. J'avoue que je m'étonne. Soit il parle à la place du ministre, soit il parle sur demande du président de la République, soit il parle en son nom propre, mais on n'y comprend rien. Donc il fait une conférence de presse pour nous dire qu'il faudrait il nous conseillait de nous reconfiner. Et puis là, maintenant, il revient sur ses propos en disant le confinement peut attendre 1 semaine ou 2. Mais comment voulez-vous qu'on s'y retrouve ? Comment voulez-vous que les Français soient pas inquiets ?
C'est vraiment... on a eu des mensonges sur les masques. On a eu la cacophonie des tests. Les collectivités territoriales sont venues au secours de l'État régalien, des pouvoirs publics centralisés. Elles demandent à participer aujourd'hui. Ce sont les maires qui sont mis à contribution pour accueillir les vaccins. Donc, ils se sont mis en quatre, les maires, les présidents de conseils départementaux, les présidents de conseils régionaux. Moi, j'en profite pour saluer l'excellent travail qui a été fait dans les Bouches-du-Rhône par Martine Vassal et par Renaud Muselier aussi dans la région PACA, qui ont été vraiment très engagés dans cette lutte contre la crise sanitaire. Et aujourd'hui, j'allais dire, tout est prêt, mais il n'y a pas les vaccins. Ouais. Aujourd'hui, il n'y a pas les vaccins. Alors, on nous dit qu'il faut 2 doses. Alors, au début, c'était 15 jours d'intervalle, 3 semaines, 4 semaines. On n'y comprend plus rien. Impossible de prendre des rendez-vous de façon correcte. Tout ça participe, j'allais dire, à la crise de confiance. Et surtout à l'angoisse des Français, parce que cette crise, elle leur coûte cher. Et les Français ne sont pas des procureurs. Les Français, De son côté, oui, Emmanuel Macron parle de traque contre lui, contre ses choix gouvernementaux. Et il dit en France qu'il y a 66 millions de procureurs. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je suis atterrée. Je suis atterrée. Vous savez, moi, je n'étais pas une proche de François Mitterrand et c'était pas du tout... je n'étais pas socialiste. Mais François Mitterrand disait qu'il fallait aimer les Français pour les gouverner. Est-ce que quand on considère que les Français sont des procureurs, sont des Gaulois réfractaires, sont des feignants, sont des moins que rien, c'est aimer les Français? Dans les moments difficiles qu'on traverse et... avec, j'allais dire, l'abnégation des Français, qui ont quand même été résilients, obéissants. Ils ont accepté d'être confinés. Ils ont supporté les mensonges sur le masque. Aujourd'hui, on leur offre comme horizon le supermarché Netflix. On les prive de choses essentielles, parce que je suis désolée, dans un pays qui se targue d'avoir une exception culturelle, plus de cinéma, plus de théâtre. Plus de cinéma, plus de théâtre, plus d'expositions, plus de monuments. Comment vous expliquer qu'on peut s'agglutiner dans un supermarché et qu'on ne puisse pas aller voir une exposition ou rentrer dans un monument pour le visiter? Mais c'est absolument aberrant. Et pourtant, on supporte tout ça. On le supporte, j'allais dire, pour aujourd'hui, tout en sachant très bien que ça va être très lourd à supporter dans les années qui viennent, compte tenu de l'endettement qui a été provoqué par la gestion de cette crise et de l'argent magique qui a été distribué. Parce que même si la France est un des pays qui aide le plus, ses concitoyens sur le plan économique, enfin certains d'entre eux, on sait très bien que ça va être difficile. Je pense que les Français sont gentils, pour reprendre l'expression de Nels Astrup l'autre jour sur France 2. Mais ils sont fatigués de l'épidémie et ils sont surtout fatigués de la cacophonie. Je pense que l'effort, on peut le faire quand on en comprend le sens. Mais quand on ne le comprend pas, c'est pas possible. Et moi, aujourd'hui, je suis parlementaire. Et ce que je souhaite, et ça va être voté au Sénat, ça a été demandé par mes collègues, les Républicains, à l'Assemblée nationale. On ne peut pas continuer à être privé de liberté sans passer par la représentation nationale. Vous savez, les Français ne sont pas des procureurs. Interroger, jouer le jeu, se poser des questions, c'est faire jouer le jeu de la démocratie. C'est jouer notre rôle de parlementaire. C'est pas être procureur. Le Parlement vote la loi. Son travail, c'est de contrôler l'exécutif. Si on refuse ce contrôle de l'exécutif, on n'est plus en démocratie. On est en démocrature. Et moi, je souhaite aussi qu'on cesse avec les ordonnances, qui sont bien trop nombreuses. Je notais qu'on avait eu 232 ordonnances depuis 2017, dont 83 qui concernent la crise sanitaire. C'est la raison pour laquelle elles sont en augmentation de 140% depuis Nicolas Sarkozy. C'est quand même bien d'avoir et tous les textes passent en urgence au Parlement aujourd'hui. Donc, pratiquement tous. C'est la raison pour laquelle je crois qu'il est impératif que nous puissions voter le fait que le confinement, le reconfinement, ça passe devant la représentation nationale, d'une part. D'autre part, il est impératif aussi que nous ayons des informations sur qui dit quoi et qui fait quoi. Aujourd'hui, certains comités très importants ont été décidés lors d'un discours du président Macron. Et je pense notamment au Conseil scientifique.
Nous n'avons pas les comptes rendus de ce conseil scientifique. Olivier Véran a expliqué à l'Assemblée nationale il y a quelques jours qu'on n'était pas assez capable pour pouvoir le comprendre. Enfin, il n'y a pas si longtemps que ça, il était député. Hein. Et je crois que nous comptons de nombreux médecins dans nos rangs, tous bords confondus. Aujourd'hui, on voudrait savoir comment ces décisions sont prises et puis on voudrait avoir des informations sur les conflits d'intérêts. En tant que parlementaire, nous nous sommes soumis à des déclarations. Beaucoup de professions sont soumises à ces déclarations. Et au moment où il y a eu des accusations qui ont été faites, qui sont importantes sur les conflits d'intérêts de certains médecins, etc., comment aujourd'hui peut-on avoir confiance alors qu'on n'a pas des informations sur ce qui s'est dit, comment ça s'est dit? Alors je comprends que c'est important de prendre des décisions de façon collégiale. Je le comprends et je le soutiens. Je pense que c'est important que le comité, parce que c'est la tradition française, nous on préfère les décisions collégiales plutôt que par exemple comme à la Cour suprême des États-Unis, qu'on sache que c'est 3 contre 1 ou 4 contre 1. Ok, c'est pour la décision collégiale. Mais un peu de transparence, un peu de respect. On ne peut pas à la fois ne pas nous dire comment ça se passe, nous refuser l'information. Je rappelle que quand même c'est contraire à ce que la CADA, c'est-à-dire la commission informatique, la commission... excusez-moi, je me souviens plus de l'acronyme, mais la CADA, vos auditeurs doivent s'en souvenir. C'est contraire aux engagements de la CADA. Donc, pris devant la CADA, pardon. À un moment donné, je pense que là aussi, pour qu'il y ait de la confiance, il faut qu'il y ait de la transparence et il faut du respect. Et le respect, ça passe par le respect de la représentation nationale, parce que c'est son rôle de contrôler l'exécutif et c'est pas être celui de procureur. Madame la sénatrice, on arrive à la fin de cet entretien et je le disais tout à l'heure, je souhaitais aussi avoir votre avis sur l'actualité internationale très riche de ces derniers mois. Depuis plusieurs années maintenant, c'est vrai, vous défendez un peuple qui, plus de 100 ans après avoir subi un terrible génocide, continue d'être opprimé. Je parle bien sûr du peuple arménien, les Arméniens qui ont connu d'ailleurs un sérieux revers au mois de novembre dernier sur le Haut-Karabakh face à l'Azerbaïdjan soutenu par la Turquie. Pourquoi c'est important pour vous aujourd'hui d'abord d'être du côté des Arméniens ? D'abord, je dirais que c'était être du côté des Français. Comme tout à l'heure, je disais que je déplorais que les Français qui sont juifs partent. Je ne veux pas que les Français qui sont d'origine arménienne, ou pas d'ailleurs, se sentent chez eux menacés, par exemple par des loups gris ou par des propos arménophobes, comme ça a pu être le cas il y a quelque temps pendant le conflit du Karabakh, à Dessine, à Lyon, etc. Les loups gris qui sont une organisation fasciste turque et encore récemment à Marseille, puisque on déplore des tirs sur l'église arménienne du Prado. C'est important d'être à côté d'eux parce que c'est la cause de la justice et parce que le Parlement de mon pays, le Parlement français, en 2001, a reconnu le génocide de 1915. Pourquoi il l'a reconnu? Parce qu'il avait des Français qui avaient souffert de ce génocide ou leurs descendants. Donc, effectivement, c'est une cause universelle qui essaye de la justice et de la mémoire. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que ne pas reconnaître et ne pas pénaliser le génocide de 1915, eh bien, c'est reproduire les mêmes choses. Vous savez, Raphaël Rimsky, qui a inventé le mot génocide, eh bien, rappelait que Hitler, quand il écrivait la solution finale, disait « Qui se souviendra des Arméniens ?» Donc, aujourd'hui, le fait qu'on ait le président Aliyev, tout à l'heure, je parlais de l'animalisation. Le président de l'Azerbaïdjan, qui disait qu'il allait chasser les Arméniens comme des chiens, ça montre bien qu'on est toujours dans une logique génocidaire, qu'on est toujours dans une logique d'extermination d'un peuple. Et effectivement, comment ne pas être ému du sort des chrétiens d'Orient et des yézidis qui a eu lieu il y a quelques années en Syrie, et bien évidemment des Arméniens, parce que ce sont eux qui sont aujourd'hui menacés dans leur intégrité physique, territoriale et culturelle, parce qu'il y a la destruction des biens culturels. Mais vous savez, ces dictatures produisent les mêmes effets, parce que les Kurdes le sont aussi, les Alévis le sont en ce moment. Leurs maisons sont marquées, sont taguées, comme les maisons des chrétiens avaient été marquées d'un noun, vous savez, ce signe qui ressemble à un U avec un accent et qui veut dire nazaréen en Syrie et en Irak. Donc on voit bien que les mêmes causes produisent les mêmes effets et qu'aujourd'hui, nous avons un partenaire de l'OTAN qui est la Turquie,
qui occupe un pays de l'Union européenne, Chypre, qui menace l'intégrité des eaux territoriales et même l'intégrité terrestre d'un pays comme la Grèce, pour cet été. Voilà ce qui s'est passé cet été, où d'ailleurs la France est intervenue. Et nous avons assisté totalement impuissants à cette guerre totalement asymétrique que les Azéris et les Turcs ont menée au Haut-Karabakh. Le Haut-Karabakh, c'est une petite enclave arménienne qui représente 150 000 habitants. C'est vraiment minuscule. C'est la ville de Nice à peu près. Donc, je dis ça pour vos auditeurs pour qu'ils se rendent compte de la petitesse de ce que c'est. À côté, vous avez 82 millions de Turcs. Vous avez presque 10 millions d'Azéris en Azerbaïdjan, 15 millions d'Azéris en Iran et cette petite Arménie qui s'est défendue toute seule, malheureusement qui a été totalement dépassée d'ailleurs par la technologie dont disposait l'Azerbaïdjan. Des mercenaires djihadistes et des mercenaires djihadistes, mais aussi des armes, vous le savez, encore plus, j'allais dire, sur Radio J, et des armes de haute technologie, puisque le budget de l'Azerbaïdjan en termes d'armement est largement supérieur à celui de l'Arménie tout entière. Et c'est pourquoi le Parlement français s'est honoré, et le Sénat en premier, de reconnaître l'indépendance du Haut-Karabakh. Pourquoi? Et de condamner la Turquie pour ses exactions. Et puisque je suis sur Radio J, je voudrais reprendre les propos de Gilles William Goldanel, que j'aime beaucoup, qui disait qu'il regrettait que Israël n'ait pas reconnu le génocide de 1915, puisque c'est la même histoire, et en plus une histoire qui est liée, et que le peuple juif est du côté des Arméniens. Bien sûr. On le sait. Ouais. Mais aujourd'hui, je pense que ce petit peuple a vraiment besoin de la solidarité nationale, à la fois pour eux-mêmes, mais aussi pour nous. Parce que le fait que nous ayons tourné la tête tous ensemble ou été complices de ce qui s'est passé au Haut-Karabakh, eh bien, ça veut dire qu'en fait, Erdogan et Aliyev ont conquis les esprits et nous ont imposé quelque chose. Souvenez-vous cet été, l'été dernier plutôt, ils ont essayé avec les Kurdes que nous avons abandonnés, ils ont essayé en Libye, ils ont essayé à Chypre, ils ont essayé en Grèce. Et effectivement, c'est sur l'Arménie qu'ils sont tombés. Mais c'était une guerre de lâches, c'était une guerre inégale, mais totalement inégale. Et c'est une guerre qui se prolonge encore aujourd'hui, dans le silence international. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, on a encore retrouvé 30 cadavres arméniens. C'est une guerre qui se prolonge aussi, parce que vous savez très bien que la Turquie et l'Azerbaïdjan proposent des terres aux djihadistes, y compris à la frontière. Et qui peut imaginer qu'ils vont pouvoir vivre ensemble ? Et qui peut imaginer que les Arméniens vont pouvoir résister à ça aujourd'hui, compte tenu de leur faible nombre et de la difficulté aussi de leur difficulté économique. Donc aujourd'hui, c'est important, à la fois pour l'Arménie, mais c'est important pour nous. Parce que comment faire en sorte que nous ayons un pays partenaire de l'OTAN qui ait une attitude aussi hostile vis-à-vis des Arméniens, vis-à-vis des Kurdes, vis-à-vis de la Libye, vis-à-vis de la Grèce, pays de l'Union européenne, vis-à-vis de Chypre. Erdogan était à Varosha, c'est-à-dire en zone neutre à Chypre, pour fêter son triomphe aujourd'hui. Il menace très clairement même l'intégrité européenne, puisqu'il a envoyé ses loups gris. C'est l'Ougri, c'est une organisation, je le répète, fasciste turque. Il présente, avec son parti politique, des personnes à des élections en France. Il a essayé aux élections municipales, mais il l'a fait aux élections législatives en 2017. Donc aujourd'hui, se pose vraiment la question de nos relations internationales, puisque l'Europe n'a pas été capable de sanctionner correctement la Turquie. Elle continue des négociations avec la Turquie. Et ça menace, je dirais, l'unité européenne, mais ça menace aussi la paix dans le monde. Aujourd'hui, en tout cas, la paix dans cette partie du monde. Et je pense que c'est très grave. Et c'est la raison pour laquelle, moi, je remercie encore Gérard Larcher et Bruno Retailleau d'avoir permis à ce texte d'être voté à l'unanimité. Et je salue aussi l'Assemblée nationale d'en avoir voté un identique, parce que Monsieur Le Drian s'était retranché derrière la neutralité. Vous savez, Desmond Tutu disait « être neutre, c'est choisir son camp ». Et nous, on ne peut pas choisir le camp de la barbarie.
Merci Valérie Boyer d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes sénatrice Les Républicains des Bouches-du-Rhône, députée honoraire, notamment conseillère municipale à Marseille. On aura peut-être le plaisir de vous retrouver très bientôt sur Radio J. Avec grand plaisir, merci beaucoup.